Bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce quatrième webinaire de l'agglomération. Donc, pour ceux qui participent pour la première fois, je vais rappeler un peu juste le principe. L'idée, initialement, c'était de proposer des temps de rencontre entre agents sur des moments un peu conviviaux. Donc, initialement, on aurait souhaité faire un peu des cafés-rencontres. Mais au vu du contexte, on a été un peu obligé de basculer sur des visios. Donc, le format n'est pas forcément le plus sympa et le plus convivial, mais pour l'instant, on est là-dessus. Donc, l'objectif de ces webinaires, c'est de présenter généralement aborder des thématiques qui peuvent concerner des projets portés par l'agglomération. Donc, présenter des actions de certaines directions et les projets qu'ils mènent, mais aussi sortir un peu du cadre et de voir un peu quels sont les atouts du Cotentin et de pouvoir peut-être en parler. Donc, aujourd'hui, on a un invité un peu particulier, puisque je suis avec Bernard Leprince, donc, qui est chef cuisinier et meilleur ouvrier de France. Et le but, c'était qu'il nous parle un peu je vais le laisser se présenter, mais le but, c'était qu'il nous parle un peu de sa relation avec le Cotentin et lui dans sa cuisine. Et puis, l'idée, c'était aussi de vous présenter une recette que Bernard a réalisée il y a quelques mois et qu'il puisse vous la présenter. Et l'idée, c'est que vous puissiez ensuite pouvoir la réaliser chez vous une fois qu'on aura fini ce webinaire ou plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Le but, c'est que ça soit un échange qui soit vivant. Si vous avez des questions, notamment sur la cuisine ou sur comment travailler certains produits quand Bernard parle, n'hésitez pas. Et puis, bon appétit pour la suite. Voilà. Je vais laisser Bernard se présenter. Donc, moi, Bernard Leprince, je suis cherbourgeois, en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça, très attaché au Cotentin, pour plein de choses, parce qu'on a un joli territoire, et puis surtout, ce qui m'anime, c'est les produits normands et les produits du Cotentin. Alors, mon parcours j'ai fait un apprentissage à Cherbourg, au restaurant Le Cotentin, à l'époque, c'était la première enseigne de Cotentin qui venait d'ouvrir. Après, je suis parti travailler au restaurant Le Landemer, qui est après Urville-la-Ville, ce très beau restaurant au bord de la mer, voilà, où j'ai appris plein de choses, parce qu'à l'époque, il y avait un chef qui arrivait de Paris. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis parti le rejoindre pour acquérir d'autres techniques. Et puis, les choses ont fait que j'ai rencontré plein de gens dans la région. Je suis parti travailler un peu à l'étranger. Et je suis revenu à Cherbourg, où j'ai ouvert un petit restaurant Place des Moulins, je ne sais pas si vous voyez, dans le quartier central, à l'époque à côté de chez Michel Larivière, l'aquarelliste de la région. Et ce petit restaurant, on l'a tenu pendant 7 ans. Et puis malheureusement, est arrivée la guerre du Golfe, il fallait faire quelque chose. Et je suis parti, on m'a proposé de prendre l'hôtel d'Angleterre à Cartré, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est un très très bel hôtel qui marchait très très fort l'été. Et puis, sur un coup de téléphone, on me propose une place de second à la Tour d'Argent à Paris, parce que je faisais beaucoup de concours avec un autre cuisinier normand, Frédéric Cochemès, qui tenait l'hôtel moderne à Barfleur, qui était mon apprenti. Donc, rencontrer des chefs, et ce chef, Manuel Martinez, m'appelle, me dit « Je cherche un second pour le mois de novembre, est-ce que la place t'intéresse ?» Et moi, tout de suite, je lui ai répondu oui. Il me dit, non, réfléchis. Et j'ai dit, non, je viens, et je suis parti. Mon sac à dos, mes affaires, la gare de Cherbourg, Saint-Lazare, et on arrive dans une nouvelle vie culinaire. Et là, c'était un chamboulement total, quoi, parce que de mon petit restaurant où je faisais ma cuisine, et puis à Cherbourg, à l'époque, il y avait Jacques Hippin. On était très, très potes, on se tirait un peu la bourre, et j'avais l'impression que j'étais le meilleur cuisinier du monde, quoi, voilà, parce que les gens étaient contents et tout. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai pris une claque, mais quelque chose de dingue, parce que je retrouvais une cuisine de technique plus traditionnelle. Donc, j'ai presque réappris mon métier. C'était dur, hein, parce que
ouais, j'avais presque 30 ans, arriver en cuisine et puis de se dire il faut se remettre en question, c'est compliqué. Et je suis parti à fond dedans. Au bout d'un an, je gagnais le prix Tétinger, le prix international Tétinger. C'est un grand concours de cuisine internationale, alors voilà, qui est organisé par la famille Tétinger, Champagne Tétinger, et je gagne. Voilà. Alors au départ, on était 558 dans le monde. Il n'en restait qu'un, c'était moi, la classe. Voilà. Et l'année d'après, je pars au Fouquet comme chef de cuisine, et là, concours des meilleurs ouvriers de France que je préparais déjà depuis longtemps, et je décroche aussi. Donc pour moi, c'était l'ascenseur professionnel. C'est un truc de dingue. J'ai le frisson quand je vous parle de ça, mais c'est quelque chose de dingue. Et ce qui m'a amené à faire plein de choses, de travailler pour des grandes maisons, de voyager beaucoup. Et dans tous ces voyages, j'ai un souvenir d'avoir fait une semaine gastronomique à Honolulu, voilà, et où je faisais de la cuisine. Il y avait toujours un côté de la Normandie dans la cuisine. Et le chef là-bas, il m'avait dit, mais on sent cette cuisine un peu normande, mais ça ne m'a jamais quitté, quoi. Parce que c'est mes racines, c'est nos racines à tous. Hein. Si vous faites la cuisine à la maison, on a la chance d'avoir des magnifiques marchés, des magnifiques producteurs. On a la mer ici, partout. On a une chance incroyable. Et il faut savoir que le Cotentin, autant Louis XIV, c'était le garde-manger de Paris, quoi, hein. Tout partait d'ici pour arriver sur la table du roi, quoi, hein. Voilà. Donc, voilà ma carrière. Et aujourd'hui, eh ben, je m'occupe de 2 restaurants sur Paris, dont un, je suis très attaché parce que il s'appelle Chez eux, voilà, chez nous. Hein, c'est un peu du patois. Et puis, j'ai quelques actions pour des sociétés. Je travaille depuis une dizaine d'années pour une société qui fait de la restauration haut de gamme dans des maisons de retraite haut de gamme, où je fais des dîners et des déjeuners festifs. Voilà. Et je travaille aussi pour des grosses sociétés de vente de produits, mais toujours haut de gamme et toujours un peu normand. Parce que quand on en réunion, ils me le disent toujours, un jour, il va falloir que tu arrêtes de vouloir nous vendre le Cotentin. Voilà. Donc, voilà pour ma carrière. Alors, on voulait vous proposer peut-être juste un petit sondage pour vous, pour voir de votre côté, vous qui êtes derrière votre ordinateur, quel était pour vous le produit et quels étaient le ou les produits emblématiques du Cotentin. Donc, si vous voulez juste répondre à ce qui va s'afficher. Est-ce que vous le voyez? On le voit. On a plusieurs réponses possibles, c'est ça? Ouais. Ouais. Ils ont plusieurs réponses. Oui. Il y a beaucoup de végétariens ou il n'y a pas beaucoup d'amateurs de viande en fait. Tout le monde a Je crois que tout le monde a répondu. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez également, le sondage. Non. Alors, on a quand même une majorité de... Il y a possibilité de le diffuser normalement. En bas à gauche, tu dois pouvoir mettre... Voilà, là on le voit. Vous pouvez le voir, c'est le poisson qui arrive en tête. C'est étonnant. Bien sûr, parce qu'on est une région maritime. Les produits de la mer, c'est notre, je dirais presque, c'est notre quotidien, quoi. Voilà. Et voilà. Après, en deuxième, les produits laitiers, bien sûr, parce que on a une région aussi où on a de très bons produits et de plus en plus de très bons faiseurs de fromage haut de gamme.
L'agneau, on est plus sud. Hein. L'agneau, je pense que tout le monde pensait le Mont-Saint-Michel. Ouais, il y a l'agneau du Cotentin. Ouais, mais alors voilà, c'est ça aussi. L'agneau du Cotentin, on n'en entend pas beaucoup parler. Il y a ça aussi, c'est qu'on est un peu taiseux, quoi. On parle pas trop de nos produits en dehors de nos frontières contentinoises. Mais voilà, le poisson, c'est l'essence même de notre nourriture ici. C'est tout. Et qu'il soit. Alors, il n'y a pas de poisson noble ou pas noble, mais on a de très très bons poissons, à bas prix. Et vous allez le voir sur la recette, hein, on n'a pas fait un poisson très très cher, on a pris du maquereau. Mais l'avantage, c'est que c'est de la mer à l'assiette dans un temps record, quoi. Alors les légumes, c'est pas beaucoup. Pourtant, on est une terre maraîchère. Je suis surpris des légumes. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, je ne sais pas si quelqu'un habite à Tour-la-Ville, mais on disait Tour-la-Ville-les-Choux, parce que Tour-la-Ville, c'était un champ de choux, en fait. Hein. Mais vraiment, après, on montait plus dans le Val-de-Serre, où on avait d'autres cultures, le chou-fleur, les gros choux, les navets, tous les pommes de terre. Et puis après, quand on descendait, on avait les carottes de créance et tout. Mais c'est quand même une terre maraîchère. Hein. On suis surpris que le légume soit aussi peu publicité, mais voilà, mais après, tous nos plats de poisson et plats de viande sont accompagnés d'un légume, bien sûr. J'ai souvenir quand j'étais gamin, où ma mère, elle achetait de la pomme de terre nouvelle qui venait du Val-de-Serre, mais qui était absolument extraordinaire, quoi. C'était des bonbons, quoi. Mais au printemps, c'était une pomme de terre, on l'attendait, quoi. C'était quelque chose de waouh. Justement, la recette là, que vous allez nous présenter, en fait, on est aussi, donc, on fait la belle part aux produits de la mer, voilà, et aux légumes. Voilà, la recette, déjà, bon, filet de maquereau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors après, vous demandez à votre poissonnier qui vous l'élève, mais il n'y a rien de plus facile de lever un filet de maquereau. Alors bien sûr, quand on a de l'expérience, voilà. Mais c'est un filet de maquereau qu'on a cuit à l'unilatéral. Là, on a pris une plancha parce que où on était, il y avait une plancha, mais dans une poêle vraiment tout doucement. On a pris un poireau et vous allez voir la recette, on l'a fait rôtir et c'est quelque chose, si ça défile comme ça, quoi. C'est tout dans la simplicité et derrière, on a l'authenticité du produit. Vous savez, avant d'attaquer l'émission, on parlait de la cuisine. Est-ce que vous connaissez un plat, le plat traditionnel de cuisine normande? Si on vous pose la question, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? Vous pouvez répondre soit par écrit, soit s'il y en a qui veulent prendre la parole. Non, mais pas à la parole, comme ça, dans le micro. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si on dit cuisine normande? Le vrai plat normand. Moi, je me lance. La matelote de poisson, des histoires familiales. Voilà, ouais. Alors, avec du beurre, des pommes de terre. Exactement. Mais alors, la matelote de poisson, alors, matelote de Rousset. Hein, voilà. Alors, après, il y a deux écoles, c'est avec le cidre ou avec l'eau. Moi, ma grand-mère, qui était une bonne cuisinière, elle met le litre de cidre, les oignons, les pommes de terre, la roussette, elle mettait tout au four et on ne s'occupait pas du temps de cuisson ou de quoi au caisse. 1 heure après, elle ressortait tout, manger, on se régalait. Il y a une recette qui est un peu plus traditionnelle, mais la bogno. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la bogno, hein? Alors, l'histoire, c'est que les marins pêcheurs prenaient de l'eau de mer. À l'époque, ils pouvaient se le permettre. Ils la mettaient à chauffer. Et dedans, ils mettaient du persil, du thym, du laurier, des oignons, les pommes de terre. Et quand tout ça a été cuit, ils plongeaient les poissons de leur pêche du jour. Ils laissaient cuire. Ils égouttaient. Et dessus, ils mettaient 250 grammes de crème fraîche. Et ils cassaient la croûte. La bogno, la bonne eau. Voilà. Ça, c'est des plats typiques de la région. Alors, on essaye avec la région, on a fait des fiches recettes où on essaye de remettre un peu ça au goût du jour. Et c'est une recette que j'ai fait faire aux élèves de l'école de Granville il y a 2-3 mois. Et j'ai été surpris du résultat parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans une cuisine vision. Hein, quand on voit les émissions à la télé, c'est je mets des fleurs et tout ça. Ils m'ont sorti quelque chose de super intéressant parce qu'ils sont restés dans le produit. Et en fait, ça a fait un bon plat. Et ça, c'est des vraies recettes normandes. Et il se trouve que j'ai retrouvé dans une bibliothèque, parce que
dans une société de cuisiniers à Paris où on a une très, très belle bibliothèque, très belle bibliothèque. J'ai retrouvé une soupe de congre qui serait une soupe de poisson. Le nom, la beuse, ou je ne sais plus, alors ça doit, je n'ai pas trouvé ce que ça voulait dire exactement, mais c'est une soupe de poisson à base de congre, sans tomate, qui se faisait dans le Cotentin, dans notre région, à l'époque, quoi, voilà. Hein, il y a quelques recettes. Mais pourquoi on n'a pas de recettes marquées comme les tripes à la mode de Caen, la bouillabaisse et tout? Parce que nous, voilà, on a des produits qu'on cuisine simplement, et puis on prend les produits dans notre jardin, et puis voilà, on n'a pas besoin de les faire cuire pendant 2 heures pour que ça soit bon, quoi. On a presque une cuisine instantanée. On a, voilà, c'est mis à part la turboule. Hein, voilà. Après, je suis surpris aussi. Mais bon, c'est plus Normandie. On en parlait de l'escalope à la crème. Jean-François parlait de l'escalope à la crème. Alors, l'escalope à la crème, ça c'est bon, ça, l'escalope à la crème. Hein. Escalope de veau, les champignons de Paris coupés dans le beurre avec une bonne cuillère de crème fraîche du sel et du poivre, ça c'est des souvenirs d'enfance. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La tarte normande. La tarte normande, la tarte aux pommes avec la crème. On retrouve toujours la crème fraîche en fait partout. Hein. Et là, non, je suis breton. Oui, non, je pense que c'était pour la bogno. D'accord. Est-ce que, à force de parler de nourriture, il y en a qui commencent à avoir faim ou qui veulent regarder peut-être la recette parce qu'on vous en parle, mais il faudrait peut-être voir de quoi on parle. Donc, je vous propose de passer à ce qui vous intéresse peut-être le plus que nos têtes en fait. Ah bon? Je m'appelle Bernard Leprince, je suis cuisinier normand, meilleur ouvrier de France. On a commencé par, bien sûr, couper le blanc du poireau. La partie blanche, on l'a bien lavé, sel, poivre, un peu d'huile, et ça cuit pendant 20-30 minutes. Four à 180 degrés. La croûte va prendre une belle couleur, comme vous allez voir sur la recette. C'est d'une simplicité enfantine, mais ça ressort le goût du poireau. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Une fois qu'on a fait ça, on a fait la sauce. La sauce, c'est la base d'un beurre monté, échalotes ciselées, tombées au beurre, mais juste en sous-titre. Il ne faut absolument pas que ça colore. Déglacé au vin blanc, réduction et monté au beurre, toujours avec une légère ébullition, pour justement que cette émulsion fonctionne. Une fois que cela a été fait, j'ai mis des queues de persil à infuser dans mon beurre, ce qui donne un peu de fraîcheur à ma sauce. Et j'ai fait infuser des morceaux de haddock qui va apporter ce petit goût de fumée au beurre qu'on réserve. Et là, on cuit le poisson. On l'a fait sur la plancha. Salé poivré, on ne les retourne pas. Dès que l'on voit la surface qui est brillante prendre un peu la cuisson et ne plus devenir translucide, c'est cuit. Et la recette est pratiquement terminée. On dresse le filet de poisson et on a mis nos fameuses clémentines pour juste apporter ce petit côté acidulé, agrumes, mais ne pas mettre de citron. On a fait avec la sauce et on sert, il n'y a plus qu'à déguster. Dans la simplicité. Bien évidemment, je n'avais pas posé la question avant de lancer la vidéo, si vous l'avez bien vu. Parce que si vous n'avez rien vu. Vous avez vu? Je ne vous entends plus. Si. On a vu, c'était un peu haché quand même, hein, la vidéo. Elle n'était pas très nette. D'accord. Alors, l'idée, c'est l'idée, c'était que vous puissiez un peu avoir une vue d'ensemble de ce que ça allait, de quoi on parlait. Après, si vous le voulez, on pourra revoir la vidéo par petits bouts pour réexpliquer peut-être bien les choses. Alors, moi, je voudrais préciser, on a tourné cette recette, il devait faire 0. Hein, et voilà. Et on peut dire, la clémentine, c'est un produit d'hiver, le poire aussi. Mais c'est juste pour agrémenter la recette. Après, il faut faire notre imagination. On peut changer par rapport aux produits aujourd'hui. D'apporter, par exemple, une petite pointe d'acidité avec les cerises du jardin qui sont encore un petit peu pas assez mûres. Vous voyez, ça peut matcher aussi. Le maquereau, on est dans la saison, on va être dans la saison. Et le poireau,
on le trouve maintenant, on le trouve tout le temps, quoi. Donc il faut du bon poireau au four. Et il y a une chose qui m'a fait plaisir ce matin, quand je suis arrivé, il y a 2-3 personnes qui me disent, on a essayé, vous allez voir, vous allez redécouvrir le goût du poireau. Comme ça, c'est exceptionnel, quoi. Et puis en plus, c'est spectaculaire, parce que quand le samedi soir, vous allez inviter votre famille à venir dîner chez vous, puis que vous allez leur faire des poireaux rôtis, ils vont se dire, oh là là, il m'a fait cramer les poireaux. Mais non, quand on les ouvre, c'est absolument formidable. Vous voyez, c'est la simplicité. Ce filet de maquereau, on l'a amené dans une assiette avec un poireau, et puis de par ses ingrédients, un petit peu d'élégance, quoi. Et ça, mais vraiment, c'est d'une simplicité, enfantine, quoi. Un beurre monté, le haddock dedans. Voilà. En ingrédients, du coup, pour cette recette, il nous faut quoi Alors, on avait pris un filet de maquereau. Alors, on avait des bons maquereaux, un filet de maquereau par personne. Le poireau, pareil, un beau poireau. Alors, le poireau, vous prenez que la partie blanche, et puis le restant, vous le gardez pour faire la soupe ou le pot-au-fœu. Hein. Il ne faut surtout pas rien jeter. Hein. Et le beurre, le haddock, l'échalote pour la sauce. Hein. Donc, l'échalote ciselée, finement tombée dans le beurre fondu, mais il faut qu'elle devienne translucide, parce que si elle caramélise, c'est-à-dire que si elle prend un peu de couleur, cette couleur-là va se retransmettre dans la sauce après. Puis ça change le goût au niveau de la réduction avec le vin blanc. Une fois que c'est réduit, le haddock pour amener ce petit côté fumé, la crème fraîche, sel, poivre, sel avec modération parce que le haddock est salé. Et puis voilà, la sauce, elle est finie. Vous la passez au chinois comme on l'a vu sur la vidéo. Le maquereau à cuire à l'unilatéral, parce qu'il y a toujours le maquereau, c'est très très bon. Si c'est trop cuit, ça fait un petit peu rillette. Voilà. Quand il est bien frais et bien translucide, et nous on a la chance d'avoir des poissons extrêmement frais puisqu'ils sortent de l'eau, eh ben, il ne faut surtout pas se priver. C'était du merlan à cuire comme ça. C'est pas le maquereau. Le maquereau, il est. Oui, là c'était du merlan, pardon. Oui. Mais après, tous les poissons plats, merlan, maquereau, le chinchard. Vous voyez, le chinchard, moi, vous voyez, quand j'étais gamin, le chinchard, les pêcheurs, ils le rejetaient ou ils le mettaient. Aujourd'hui, le chinchard, bien levé, alors ça demande un peu de technique parce que c'est plein d'arêtes, mais c'est pareil, soit cru, vous faites un tartare et ça passe absolument bien, ou cuit comme ça, c'est bon, c'est un bon poisson qui a du goût. Et aujourd'hui, on le regarde pas dans le blanc des yeux, quoi. Ça fait partie des poissons qu'on appelle les poissons oubliés, quoi. Les poissons bon plan, c'est qu'ils sont pêchés, mais ils ne sont pas vendus, quoi. Comme la roussette d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, la roussette, malheureusement, on a un vivier, on a un stock de roussettes qui fonctionne bien en mer et elle n'est pas consommée. Et nous, on est en train de voir avec la région pour la transformer, pour la donner aux enfants dans les écoles. Alors, bien sûr, en produits surgelés, parce qu'il faut que ça voyage, mais de faire des bâtons de roussettes panées pour que les gamins ils mangent du poisson de notre région, en tout cas. Voilà. Il y avait une réflexion là sur la recette, c'était les temps de cuisson entre chaque étape, entre peut-être le moment où on fait le poireau. Alors, les temps de cuisson, ça c'est une recette qu'on l'a faite en 40 minutes. Le premier travail, c'est on épluche le poireau, bien lavé sous l'eau, bien égoutté, salé, poivré, et on le met au four. Alors le four, il faut qu'il soit bien chaud pour que la première partie devienne un peu du parchemin, que ça brûle, quoi, voilà. Et puis ça cuit à l'étouffée. Pendant ces 20-30 minutes, je prépare ma sauce, les échalotes ciselées, réduction vin blanc, montée au beurre. Une fois que ça c'est fait, je réserve. Alors réserver, c'est pas ça, on la met de côté, pas trop chaud parce que ça va se déstructurer. Le beurre et le vin blanc vont se déstructurer. Et le merlan, mais c'est 3-4 minutes. Alors si vous n'avez pas de plancha, la technique, c'est de prendre une poêle anti-adhésif. Si elle est un petit peu usagée, vous savez, des fois elle est rayée, ça colle, dedans vous mettez un disque de papier sulfurisé. Le papier sulfurisé, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Vous coupez un rond et vous le posez au fond et vous posez votre poisson dessus. Il y a 2 avantages, c'est qu'il va pas coller du tout à la poêle parce qu'il y a le papier,
Et quand il va être bien caramélisé, à l'aide d'une spatule, il va se décoller très très facilement parce que le papier sulfurisé, c'est anti-adhérent. Donc, alors vous ne salissez pas la poêle et vous êtes sûr du coup. Hein. Même pour plein d'autres choses, plein de poissons cuits à la poêle comme ça, papier sulfurisé, et même pas d'huile. Moi, je mets très 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 peu d'huile. Et pas très peu d'huile et pas trop fort. Parce que la cuisine, c'est la maîtrise du feu. En fait, des fois, on loupe des recettes parce qu'on a vite allumé le four trop chaud. Voilà, tout doucement. C'est comme aussi ceux qui disent ben, mon bœuf mode, il n'est pas cuit, je vais mettre le feu à fond, ça va cuire plus vite. C'est pas vrai. Au contraire, il faut que ça cuise doucement, il faut que ça aille doucement. Pour respecter le vrai goût du poisson, il faut que ça cuise doucement. Donc là, ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est la cuisson des poireaux. Quoi. À la limite, oui, mais ça demande plus de temps, mais pas spécialement plus d'attention, parce que s'il y a une ou deux couches de poireaux brûlés, c'est pas grave. Quoi. Et en plus, c'est bon aussi, le poireau brûlé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette Et ceux recette? qui sont difficiles, il y avait une question, non? Ben, c'était justement sur les temps de cuisson. Les recettes végétariennes, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, vous savez, les recettes végétariennes, vous pouvez faire. Alors, on dit pot-au-feu de légumes. Bah, pot-au-feu, il n'y a pas de viande. Mais vous prenez tous les légumes, et surtout des légumes qui sont forts en goût, le céleri, le navet, et vous mettez à cuire départ. Alors, cuisson à l'anglaise. Cuisson à l'anglaise, c'est un terme technique, c'est eau chaude, salée. Il faut prendre deux précautions. C'est-à-dire que vous mettez votre eau à chauffer, vous la salez, et puis le téléphone sonne, vous êtes un peu bavard, vous passez 20 minutes au téléphone. L'eau, elle a continué à bouillir, l'eau, elle s'évapore, mais pas le sel. Donc, vous allez avoir en résultat un produit qui va être trop salé. Il faut toujours saler quand je mets mes produits à cuire. Mon eau est chaude pour les pâtes, pour le riz, pour les légumes. Mon eau est chaude, je sale, je mets mes produits. Voilà, là, je suis tranquille. Alors, pour faire un pot-au-feu de légumes, eh bien, pareil, hein, de l'eau, vous plongez vos produits, vous ajoutez alors produits carottes, poireaux, mais même tous les petits légumes nouveaux que vous allez trouver samedi matin sur le marché Place Centrale, là, hein, de l'ail. L'ail, c'est très bon. L'ail, moi, je ne l'épluche pas parce qu'après, je peux la récupérer. Vous savez, quand on fait une cuisson et qu'on met les gousses d'ail avec la peau, eh bien, vous les récupérez après, vous l'ouvrez, vous retrouvez l'amande de l'ail. Eh bien, ça, vous en faites un beurre à tartiner pour faire des petits toasts ou pour plein d'autres choses, mais moi, je l'épluche pas, l'ail. Donc voilà, du thym, du laurier, du persil, tout ce qui peut apporter du goût, un peu d'estragon, et puis vous laissez cuire. Et puis tout doucement, ça va prendre un bon goût, le bouillon va prendre un bon goût. L'hiver, vous pouvez rajouter dedans une demi-orange, vous voyez, ça apporte un petit peu de peps, du fenouil, le fenouil c'est un bon produit aussi. Voilà, là vous pouvez faire un plat végétarien. Après, autre chose, c'est prendre la même masse de légumes, c'est de la mettre dans une plaque au four, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et enfourner tout doucement, mais très très longtemps. Je vais dire presque 1 heure et demie. L'autre végétation va s'évaporer. Comme le four n'est pas très chaud, ça ne va pas brûler, mais ça va prendre un goût exceptionnel, quoi. Ça, c'est pour raiser. Et puis moi, il y a ce que j'appelle, je fais souvent à la maison, c'est couscous de légumes, quoi. Voilà, hein, tout simplement, je cuis de la semoule, je cuis mes légumes avec de la tomate et puis quelques épices, et je fais juste un couscous de légumes, quoi. Voilà, c'est un peu de saison, quoi. Alors, à propos de recettes de saison, il y a Fanny qui demande une recette de saison avec des courgettes. Ah, les courgettes. Alors là, on est hors zone, la courgette. Les courgettes, un truc rigolo. Vous passez, je ne sais pas si c'est comment, Fanny? Alors, je pense que ça doit être, oui, Fanny. Si vous avez une mandoline à la maison, vous savez, une mandoline, ce n'est pas une guitare, c'est un outil qui vous permet de couper des tranches fines, ou un appareil qui vous permet de râper des carottes, mais grosses. Vous faites des tagliatelles, ou alors si vous savez manier le couteau, vous faites des tranches de la courgette dans la longueur. Après ces tranches de longueur, vous les coupez encore dans la longueur, ça va vous faire des spaghettis.
vous les trempez, vous les cuisez, mais 2 secondes dans l'eau bouillante, vous les égouttez et après vous les traitez comme des pâtes. Et ça vous fait un plat de courgettes absolument terrible. Après, vous pouvez prendre que la partie verte et le milieu, la chair bien blanche de la courgette, c'est la traiter comme un caviar d'aubergine. Vous la mettez au four, rôti, sel, poivre, un peu d'oignon, d'ail, et quand c'est cuit, un coup de mixeur, et ça vous fait un caviar de courgette, quoi. Autrement, il y a les tartes fines à la courgette. Hein, dans un fond de tarte, on tapisse de courgettes, fromage de chèvre, donc cuit au four. Voilà. La courgette, c'est bon cru aussi. Hein, très très fin, coupé vraiment très très fin avec une bonne vinaigrette bien citronnée. 15-20 minutes avant de déguster, vous allez voir, ça va la cuire un peu et c'est bon. Moi, je mange la courgette crue aussi. Voilà. Courgette farcie. Maintenant, il y a des courgettes boules comme ça. Oui. Qu'est-ce que marqué recevoir 5 kilos de courgettes? Ah oui, c'est parce que. Ah oui, il y a des. Ouais, ce matin. Ouais. D'accord. Ah ben voilà. Si on cultive la courgette, eh ben, il faut y aller. La courgette grillée à la plancha ou à la poêle, un peu comme le filet de merlan, hein, dans la poêle, juste que d'un côté, la laisser cuire tout doucement, salé, poivré. Et puis, on peut aussi, c'est la poêler d'avance, l'assaisonner, hein, huile d'olive. Alors, on utilise beaucoup d'huile d'olive. Huile d'olive, et puis la laisser mariner un peu avec des fines herbes, et puis un peu comme des antipastilles, quoi, hein, ça marche bien, la courgette. Voilà. Je ne savais pas qu'on cultivait des courgettes à Surtainville. Mais c'est bien. Vive l'approvisionnement local. Ouais. Donc, apparemment, les courgettes à Surtainville, c'est nouveau. Ah ben voilà, comme ça. Est-ce que vous faites la cuisine tous? C'est intéressant de savoir si vous faites la cuisine. Guillaume? Ouais. Moi, j'assiste. Alors, je fais la cuisine, mais je suis le commis, moi. J'adore couper les légumes. En fait, j'assiste plutôt ma femme. C'est pas moi qui suis chef principalement, mais j'adore être le commis. Et je suis plus patient et plus minutieux que ma femme. Elle le dit, j'ai besoin de toi pour préparer les choses. Donc, je suis plus là-dessus. Autrement, on pourrait dire deux mots. Il y a d'autres questions. Il n'y a pas la vaisselle. Il y en a qui demandent à ce que vous veniez chez eux pour faire la cuisine. Alors, c'est pas forcément la transition, parce que là, on va peut-être sortir un peu du cadre, on va peut-être sortir un peu de la cuisine ou de la recette, mais le lien aussi qu'a Bernard avec le Cotentin est aussi un peu plus profond, parce que vous avez bien senti l'amour qu'il peut y avoir des produits locaux, de la relation avec les produits de la mer. Et du coup, il y a un projet que Bernard a en tête depuis quelques années, qui est en train de prendre forme et qui mettra justement en lien la cuisine et les produits de la mer. Donc voilà, pour vous planter le décor, l'idée c'est d'avoir un endroit où on apprendrait à faire la cuisine pour des élèves apprenants qui partent de zéro et qui apprennent la cuisine, mais comme il y en a partout dans la région, à Granville, à Saint-Lô, et à côté de ça, d'avoir une cuisine de la mer, de produits normands exclusivement. C'est de recevoir des stagiaires, quelquefois confirmés, mais qui ont besoin de se remettre une petite piqûre de rappel. Ils viennent passer une semaine avec nous à l'école, on leur montre les produits, on les emmène voir les pêcheurs, les ostréiculteurs, les maraîchers. On leur fait travailler le produit normand avec des techniques anciennes mais aussi nouvelles, de l'échange. Et puis voilà, et comme je dis, on les remet dans le train avec un parapluie de Cherbourg. Et nous, l'idée, c'est qu'ils parlent du Cotentin et qu'ils fassent un petit peu de la cuisine avec nos produits, qu'ils le diffusent comme ça. Après, on va pouvoir recevoir aussi, moi l'idée c'est de recevoir aussi des cuisiniers de l'étranger, hein, avec des modules bien spécifiques, mais exclusivement produits de chez nous, ça c'est impératif. On ne pourra pas, donc ça veut dire produits de la mer, les légumes, la volaille, la crème, exclusivement produits normands. C'est de pouvoir aussi
de parler de nous, parce que je vois sur Paris et ailleurs, eh ben, on est un petit peu, on est comme je disais, on est taiseux, quoi. Les gens ne nous situent pas vraiment, et puis ils connaissent pas notre terroir. On ne parle pas assez de notre terroir. Et c'est le but, c'est que ça aille au-delà de nos frontières contentinoises. Et voilà. Et l'idée, elle est partie simplement d'un déjeuner un dimanche avec des amis et un qui est capitaine de la marine marchande et qui me dit sur les navires, on ne mange pas spécialement bien parce que c'est souvent des Philippins et cuisine épicérie et tout ça. Et je dis, il y a peut-être quelque chose à faire, de faire une cuisine de formation pour ces gens-là. Et la cible, c'est ça, quoi. C'est de pouvoir améliorer le quotidien de certains. Vous savez, il y a des cuisiniers, mais comme moi, je l'étais quand j'étais à Cherbourg dans mon petit restaurant, où on pense à la cuisine, c'est la meilleure et tout. Et puis, en fait, il y a plein d'autres techniques qui s'ouvrent à ça et plein d'autres produits qu'on découvre. Moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivé à Paris. J'ai découvert un autre monde de la cuisine et c'est de faire découvrir ce monde maritime et maraîcher de notre région à la France, à l'Europe, mais notre ambition, c'est au monde entier. On va aller chasser dans des pays pour leur dire, allez, venez chez nous, on va vous montrer ce qu'est le Cotentin et la cuisine cotentinoise. Alors c'est avec un centre de formation, tout de suite on est en train de voir avec l'AFPA. Il y a les Australiens, vous voyez, il y a plein de choses qui s'ouvrent. On dirait que les planètes sont alignées et on a plein de choses qui nous laissent penser qu'on est en train de préparer un bon coup, quoi. Alors, il y a deux questions qui sont assez intéressantes là-dessus. C'est est-ce que, par exemple, l'agglomération, il y a des chefs de cuisine qui travaillent pour les cuisines centrales. Est-ce que, par exemple, c'est les formations bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça sera ouvert à tout le monde, mais bien sûr que oui. Au contraire, on ne peut pas, mais avec grand plaisir. Vous savez, malheureusement, alors je ne sais pas, malheureusement, cette population de cuisiniers, nous on appelle ça, c'est des centimiers. C'est-à-dire qu'ils sont au centime près parce qu'ils ont des comptes à rendre, comme tout le monde, hein, et des fois ils en oublient un peu la technique. Et nous, de leur faire une petite piqûre de rappel, vous voyez, comme la recette du merlan avec le poireau, on n'a pas fait le coup matière, mais ça ne doit pas valoir très très cher, hein, vous voyez, c'est ça le truc. C'est de leur mettre une piqûre de rappel, et puis surtout, c'est le partage, quoi. L'équipe, quand on se retrouve tous autour de la table pour parler de cette école, notre leitmotiv, c'est le partage. On veut absolument, et je me répète, mais que le Cotentin, mais ça pète partout, quoi. Voilà, on veut partager notre région, nos produits, notre savoir-faire. Et tout le monde pourra venir. Et pourquoi pas, même, je vous dis ça, on n'en a encore pas parlé avec les personnes, mais pourquoi pas dire le samedi matin, on fait une session de formation avec vous. Tout est ouvert. Après. Est-ce que du coup, les plats qui seront préparés par les apprentis et tout ça, il y a un restaurant dans lequel ça sera servi? Il y aura un restaurant d'application. D'accord. Ah, okay. Et il y avait une autre question aussi sur quelle était la touche normande dont vous parliez pour vos plats. Quand vous parlez de vos plats, c'est quoi cette touche normande? La touche normande, mais je dirais c'est la simplicité. C'est le parallèle avec je prends de l'eau. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que malheureusement, on n'a pas des eaux comme devaient les avoir nos ancêtres. Mais c'est ça, je cuis simplement avec des bons produits et je les sers simplement. Vous voyez, à Granville, il y a un mois, là, avec les élèves, ils m'ont fait un plaisir fou. C'est que je leur ai expliqué un plat, ils l'ont fait dans la simplicité, avec du maquereau, de la dorade, du rouget grondin. Et on a fait un plat extraordinaire. Et tout le monde qui disait un petit peu l'autre avec sa bogno, qu'est-ce qu'il nous raconte, il n'est rien resté dans le plat. Parce que c'était bon.
c'est ça la cuisine, c'est ça notre cuisine, c'est la simplicité. Ma grand-mère Augustine, qui était une super cuisinière, elle ne s'occupait pas. Aujourd'hui, on est dans les temps de cuisson, les machins, les degrés, les trucs. Ma grand-mère, elle prenait un rouget qu'elle achetait au contournant, elle le mettait dans un plat, du beurre, du cidre, des patates, elle le mettait au four. Et quand elle y pensait, elle ressortait. On se régalait. Vous voyez, c'est ça, c'est de ramener de l'authenticité. Alors après, bien sûr, il y a des techniques. Aujourd'hui, de manger un rouget archi cuit, bon, ok, on lève les filets, on les réserve. Et cette technique qu'elle est pratiquée, c'est de le faire avec les arêtes, de les mettre au four, de les laisser cuire, de faire une sauce et de récupérer cette sauce pour servir le filet de poisson. C'est ça le lien avec la région. On faisait aussi le carlet. Aujourd'hui, le carlet, bon, c'est pas un poisson, c'est du carlet, quoi, alors que c'est très très bon le carlet. Eh ben, c'était pareil, elle le mettait au four, les sucres, c'était bon, quoi, ça caramélisait, on grattait comme ça avec la cuillère comme ça. Ben, le carlet, aujourd'hui, moi je fais des tronçons où je lève les filets, je les réserve, et avec ce qui me reste, les arêtes, je fais cette sauce, comme elle le faisait. Je le mets au four, oignons, échalotes, persil, tout, un petit peu de cidre, et je laisse caraméliser. Et quand ça ressort du four, je déglace un petit peu avec de l'eau, je laisse infuser, et je l'ai ma sauce. Ben, ma sauce, c'est le lien entre aujourd'hui et la cuisine de nos grands-mères, parce que, et je suis sûr qu'il n'y a pas que la mienne qui faisait ça, qui faisait une cuisine de famille et spontanée. Le lien, il est là, en fait. C'est qu'on va chercher, moi, je ne fais pas de cuisine avec la bombe à chantilly, je ne sais pas faire. Vous voyez, c'est ça le truc. De mettre une sauce dans une bombe avec des cartouches, je ne sais pas faire. Voilà, c'est une cuisine de famille et de gourmandise et de partage. Est-ce que vous faites la torboule? Non? Vous savez tous ce que ça veut dire, la torboule. La torboule, hein, en patois, ça tord la goule. Voilà, parce que ça se mangeait chaud. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, je trouve que les torboules que l'on trouve, il y a trop de cannelle, quoi. C'est pas. Moi, je fais ma recette 2 litres de lait entier. Hein, c'est super important. Hein. Même à la limite, si vous avez un petit peu de crème liquide, vous mettez un petit peu de crème liquide. C'est ce qui fait le moelleux de la. 2 litres de lait entier, un verre de riz rond, ce qu'on appelle aussi le riz Caroline. Vous savez, un petit verre à cidre, un verre à boire. Dans mon lait, perso, je mets 90 grammes de sucre au litre parce que dans tous mes desserts, je baisse le taux de sucre. J'arrive aujourd'hui à faire des tartes aux pommes sans sucre. Donc, 90 grammes de sucre au lait, mais vous pouvez monter jusqu'à 110. Une cuillère à soupe de cannelle, mais pas plus, parce que la torboule, ce n'est pas que de la cannelle. La vanille facultatif, et je mets ça 2h30, 3h au four à 120-130 degrés, mais vous allez vous régaler. Vous allez voir. Quand vous allez avoir fait, faites-moi passer le message, je viendrai voir chez vous, je viendrai goûter. Et voilà. Et ça, c'est un vrai produit de chez nous, ça. La brioche du Var. Vous connaissez la brioche du Var? Ça, c'est un produit exceptionnel. Voilà. Et c'est quoi la brioche du Var? Qu'est-ce qui fait son exceptionnalité? C'est le beurre. C'est 1 kilo de farine, 1 kilo de beurre. Comme ça, il n'y a pas à se tromper. Voilà, c'est tout. Et on a un autre produit qui est en train de venir, qui va devenir pour moi un produit exceptionnel et qui va aller dans le temps, c'est le grévillé ou le grévillaise. Hein, ce fameux gâteau à Gréville, la boulangerie sur la place. Alors, vous n'allez pas vous tromper, il y a celle-là. Mais bon, il y a du beurre, hein, mais qu'est-ce que c'est bon? Ça va devenir un vrai produit. C'est bien affiché aussi qu'ils font le grévillage. Ouais. Hein. Et voilà. Mais on pourra en parler pendant des heures de la cuisine et moi je pense que bon, c'est compliqué d'échanger à travers mais je pense que vous avez tous plein de questions et c'est ce qu'on diminue de plus en plus le sucre dans nos recettes maintenant, ça c'est clair, voilà. Alors aujourd'hui, moi je vous dis, je fais une tarte aux pommes sans sucre, il y a du monde tout d'un coup là-bas, hein. Et je fais une tarte aux pommes sans sucre, c'est que j'épluche mes pommes
Et avec les épluchures, je fais un sirop. Et ce sirop, alors moi, je fais pas une tarte aux pommes avec les pommes bien rangées comme ça. Je fais ma pâte, je fonce ma pâte dans mon moule, j'épluche mes pommes, je les mets en quartier et je les fais sauter au beurre. Voilà. Et une fois qu'elles sont bien colorées, je prends mon jus, mon jus que j'ai fait avec ma peau de pomme, parce que ça, c'est plein de pectine. Je verse dessus, je laisse réduire, je jette dans mon fond de tarte et je cuis au four. Voilà, pas de sucre. Il faut que les pommes soient un peu mûres quand même. Hein. Si vous faites ça avec de la garnie, ça va piquer. Hein. Mais avec de la pomme de nos champs et tout, ça marche super bien. Vous avez des questions? Là-bas, ils sont nombreux à la caméra. Hein. Ah oui, c'est les familles. Avec de la rhubarbe. Ah, la rhubarbe, c'est pareil. Alors, ça marche aussi sur le salé, la rhubarbe. Ah bah oui, ça, le salé, la rhubarbe, ça, c'est un produit qui marche. Et c'est vrai qu'on en trouve, la rhubarbe, il y a certaines régions où la rhubarbe, les intérêts on a toujours eu la confiture à la rhubarbe, c'est un produit traditionnel un peu dans la région et tout ça, c'est clair. Alors, à revenir tout de suite sur la question, qu'est-ce que les produits, les rôtissoirs, vous savez, les rôtissoirs le dimanche dans nos quartiers là, à Cherbourg, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Dans aucune autre région, on a pu voir ça. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est bon. Vous voyez, l'agneau, ça c'est une spécialité de la région aussi. Et avec nos produits de la région. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas acheter les agneaux ailleurs. Hein. Il va falloir vérifier ça d'ailleurs. Mais voilà, on a tellement de choses qui nous font saliver qu'il ne faut surtout pas se priver. J'en profite, c'est un peu en dehors, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des produits du Cotentin, les produits locaux. C'est pas pour faire de la pub, mais un peu quand même à Marion et Guillaume qui s'occupent du projet alimentaire territorial, donc qui vise notamment à favoriser le développement des circuits courts dans le Cotentin. Et il y a des ateliers qui vont avoir lieu bientôt, c'est début juillet si je ne me trompe pas. Pardon ? Le 3 et le 5 juillet. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire à ces ateliers, il y a toutes les infos qui sont sur le site de l'agglomération ou sinon directement auprès de ça consiste en quoi et comment ça va se passer? Vas-y Marion, comme tu veux. Oui, le PAT, projet alimentaire territorial du Cotentin, on construit à l'échelle du pays du Cotentin. L'objectif, c'est de mobiliser l'ensemble des parties prenantes et habitants du Cotentin autour de leur alimentation, des produits locaux. Et justement, enfin, ça rejoint complètement tout ce que vous dites sur voilà, la richesse qu'on a d'avoir tant de produits de qualité et sa simplicité. Et donc, l'objectif, c'est de créer plus de liens et de se rapprocher de nos producteurs et de nos produits. Et donc là, on a 2 ateliers, le 3 et le 5, c'est des ateliers de travail qui sont ouverts à tous et qui ont pour objectif d'identifier les changements qu'on veut voir dans notre système alimentaire pour justement atteindre ces objectifs de lien, de sens avec nos produits locaux et nos producteurs, de soutien aux producteurs. Très, très rapidement. Toutes les informations sur le site internet et pour s'inscrire, j'abuse un petit peu du temps de tout le monde, mais je vous mets le lien dans le chat. À quand des marchés gourmands comme en Dordogne dans le Cotentin. Ouais. Ça, moi, je peux rien pour vous, les marchés gourmands, mais on peut juste être les espérer. Et on peut juste demander aux... Après, sur les marchés, il y a déjà... Il y a des beaux marchés. Hein. Il y a des beaux marchés. Je vois le samedi matin, le marché, c'est plutôt pas mal. Là. Celui du jeudi est bien aussi. Ouais. Et je crois que dans celui... Alors, je ne connais pas bien celui de Valognes. C'est un très beau marché à Valognes aussi. Ouais. Celui des Pieux, mais... Alors, et une petite anecdote, c'est que quand j'étais gamin, le marché le jeudi, je dis avec le marché le jeudi avec ma grand-mère, et vous voyez le théâtre à Cherbourg, hein, sur la partie arrière du théâtre, au niveau de la rue, il y avait 2 galeries en parallèle de chaque côté, une le long de la prison et une le long de la rue, je ne sais plus comment elle s'appelle cette rue-là. C'était sombre, c'était de la terre battue et elles se rejoignaient par des couloirs.
Et dans ces 2 couloirs sombres, eh ben, il y avait tous les marchands de volaillers qui vendaient les poulets ou les lapins vivants. Il y a ceux qui les vendaient prêts à cuire et tout. Et il y avait les crémiers qui avec leur grosse mode de beurre, des crémiers qui faisaient le beurre à la maison et qui vendaient le beurre comme ça, avec la palette en bois et tout. Et c'est des souvenirs, ça. Mais voilà. Aujourd'hui, bien sûr que ce n'est pas jouable parce qu'au niveau sanitaire, on était loin, mais très, très, très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Mais ça, c'est peut-être ce qui m'a picousé aux produits normands, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça. Et je pense qu'il faut voir aussi dans les écoles et puis les enfants. Il y a de l'éducation, quoi. Voilà. Mais ça, on le sait tous, hein, c'est pas nouveau. Mais à la rentrée, je ne sais pas, on peut avoir plein d'idées, c'est d'organiser des rencontres. Des rencontres avec les enfants, faire des ateliers. Alors après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais… Alors, sur cet aspect avec les enfants, on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'ils sont un peu cachés, les collègues de l'unité de prévention des déchets, mais qui font aussi tout un travail sur justement des campagnes anti-gaspillage, notamment auprès des scolaires. Et puis qui donnent aussi des recettes, des idées recettes, peut-être moins bonne que le merlan, mais en privilégiant en fait le zéro déchet. Et c'est aussi des dispositifs qui trouvent un public et qui participent à l'éducation des enfants. Alors, quand on dit, c'est drôle parce qu'avec la société pour qui je travaille, pour les non-retraites, hier, on s'est tapé 5 semaines de menu presque zéro déchet. C'est compliqué en région parisienne parce que les carottes, vous les recevez sans les fans et tout ça. Ici, je pense que c'est quelque chose d'assez facile. Je vais dire zéro déchet, peut-être pas, mais très très peu de déchets, c'est facile. Il y a une chose, hier, où je me suis interrogé, est-ce qu'il faut parler de déchets? Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre terme de dire zéro, j'en sais rien. Parce que déchets, c'est pas reluisant quand même. Hein. C'est vrai. Résidu. Il faudrait trouver un mot plus poétique, mais bon, je connais des personnes dans la communauté d'Aglo qui ont des fois des bonnes idées et qui pourraient trouver un nom. Mais vous voyez, je pense que, en tout cas, la société à Paris avec qui je travaille, on s'y penche sur le dossier depuis hier. Parce que je dis déchet, ça ne va pas. Zéro déchet, ça ne va pas. Ça veut dire que si vous faites zéro déchet, c'est-à-dire que ce qui reste, vous allez nous les faire manger et voilà. Mais il y a une loi qui vient de passer sur ça, justement, le circuit court et tout, et c'est super intéressant. Parce que avec une botte de carottes ou une botte de radis, c'est absolument phénoménal ce qu'on peut faire avec zéro, quoi, voilà. Les collègues de l'unité de prévention, vous aviez quelque chose à dire sur le zéro déchet? Ouais, non, après, on est plus, oui, sur le thème anti-gaspi plutôt que zéro déchet. Le zéro déchet, on l'utilise plus, nous, sur d'autres animations, plutôt liées sur des produits d'entretien ou choses comme ça. Sur l'alimentaire, on est vraiment sur plutôt l'anti-gaspi. Anti-gaspi, voilà. Mais ouais, nous, ouais. Après, c'est intéressant. Voilà. C'est super intéressant. Parce que ça fait réfléchir, à plein de choses, peut-être même à revoir d'une certaine façon la cuisine, quoi. Voilà, les fans de carottes dans la soupe, ça dérange, c'est bon, mais juste passer à la poêle un peu frit et sur une salade, c'est bon aussi, quoi. Les fans de petits pois, oui, les fans de petits pois. Moi, je ne les ai jamais jetés, je fais de la soupe avec, hein, voilà. Les fans de radis, c'est pareil, quoi. Les crevettes, on peut faire de la bisque. Exactement, mais voilà, les crevettes dans les épluches, on fait de la bisque. Il y a tout, les arêtes de poisson. Si on mange du poisson une fois par semaine, on garde les arêtes et puis quand on a un paquet, on fait de la soupe. Voilà. Donc pour le mot, remplacer le mot déchet, Marion parlait de coproduit. Ouais. Est-ce que
vous aviez d'autres questions sur la cuisine, sur des tuyaux profitez-en, hein. C'est pas tous les jours que vous aurez un chef comme ça qui peut vous répondre. Sauf que dans les marchés, on déguste. J'ai pas de truc, pas de recette ou de petits trucs à donner, mais je veux juste informer, ça va faire passer le message auprès des collègues. Mais avec le conseil de développement, on organise une remontée de recettes du Cotentin cet été auprès des habitants et qui se finira par un concours le 9 octobre au groupe FIM où il y aura 6 recettes de sélectionnées et ces personnes qui seront sélectionnées viendront cuisiner en direct le samedi 9 devant un jury. On est en train de le composer, le jury, là. Mais l'idée, c'est voilà, de mettre en avant les produits du Cotentin. En fait, c'est faire remonter les recettes à base de produits locaux, sublimer les produits locaux. Donc, pendant tout l'été, vous pourrez proposer des recettes et on va communiquer dessus début juillet. Voilà. Et avec l'objectif aussi de valoriser toutes ces recettes à travers un livre de recettes du Cotentin. Donc avec les produits locaux, et on souhaiterait aussi avoir les petites histoires de famille qui sont autour de ces recettes, parce que c'est beaucoup ça. Donc voilà, c'est juste pour info et puis pour inviter les collègues une recette, moi. Est-ce que je prends une recette? Vous pourrez faire remonter une recette, il n'y a pas de problème. Non, Guillaume, on a exclu les professionnels. Ah, au concours, oui, mais alors les recettes, ils peuvent les proposer. Par contre, si vous Bon, il nous reste à nous caler encore entre nous. On n'est pas tout à fait au point, mais… Si vous avez besoin d'un jury, je veux bien venir passer la journée avec vous. Voilà. Après, on a contacté Mange Gastronomie du Terroir, en fait, le chef de la Maison Rouge. Donc, on est passé par lui pour essayer de recruter des chefs pour composer le jury. Mais volontiers, s'il y a non, mais voilà, mais voilà, je vous ai lancé la perche. Après, c'est vous qui gérez. C'est noté, merci. On est entre nous là. Et si parmi toutes les personnes qui sont là, si vous voulez que je vous file un coup de main à faire des recettes, vous demandez à Camille de mener et vous donnera mes coordonnées mail. Et puis… On est preneur. Oui, mais vous allez gagner, vous allez voir. L'aglo va gagner. Non, mais ça, c'est des bonnes initiatives parce que ça remet la cuisine, la vraie cuisine avec les bons produits à l'honneur. Et on ne peut que vous féliciter. Est-ce que vous aviez d'autres questions à poser ou informations à faire passer? Parce que entre les concours de cuisine et les ateliers PAT. Une information sur le projet. Ah oui, c'était bien. Voilà. Est-ce que vous avez plus faim qu'au début de la réunion du coup? Combien vont tester la recette? Alors, pour information, donc, le webinaire sera disponible sur l'extranet en replay. Et on mettra également la vidéo de la recette, donc, qui malheureusement coupait un peu tout à l'heure, mais vous pourrez la retrouver sur l'extranet. Et de toute façon, je pense qu'elle sera communiquée aussi sur les réseaux externes de l'agglomération, sur Facebook ou sur le site tout simplement du Cotentin. Mais juste par pure curiosité, combien d'entre vous vont la tester? Alors, par écrit, pas forcément. Les pouces. 2, 3. Bon, après, vous nous faites des photos et puis comme ça servira pour le concours. Vous saurez d'où ça vient si cette recette est présentée au concours du CODEV. Bon, et ben si c'est tout, on va vous laisser manger pour ceux qui n'ont pas mangé. Moi, je veux vous remercier de votre accueil, de cet agréable moment passé entre nous, habitants du Cotentin. Non, mais c'est vraiment des moments privilégiés et des bons moments passés ensemble.
pour parler de notre région. Et je vous en remercie. Et j'espère à bientôt. Hein. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée, merci.